Ok, bonjour à tout le monde y bienvenido al examen doctoral de la estudiante Milva Droguet Daigas en cotutelle y en codirección par Eve Afonso Dublin, Damien Rousse en France y Hubert Morin y moi-même ici au Canada. L'examen doctoral, c'est un des grands défis pendant le doctorat de tout le monde. C'est un grand effort en lequel Milva a été en train de travailler pendant les derniers 2 mois pour fournir un document exhaustif et pour essayer de répondre à la question l'étude de la veine sédimentaire ancienne comme un paléoindicateur remplacera-t-il un jour totalement l'étude des indicateurs actuels afin de reconstituer les écosystèmes du passé? C'est la question de Milva. Et maintenant, Milva, tu as entre 25 et 30 minutes pour nous présenter ton exposé. Par la suite, on passera à la question du public et après ça, sera le jury qui va te demander toutes les questions pertinentes. Quand tu es prête, tu pourras commencer. Bonne chance. Merci Miguel. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus à ma soutenance d'examen doctoral qui, comme l'a dit Miguel, porte sur l'étude de l'ADN sédimentaire ancien comme paléoindicateur. Remplacera-t-elle un jour totalement l'étude des indicateurs actuels afin de reconstituer les écosystèmes passés? Donc, tout d'abord, un rapide contexte. Les approches paléoécologiques permettent de reconstituer les écosystèmes passés, ce qui nous permet d'accroître notre compréhension des écosystèmes actuels et d'amener de nombreuses réponses quant aux enjeux actuels concernant ces écosystèmes. Pour reconstituer ces écosystèmes passés et également les facteurs tels que le climat, les perturbations naturelles ou les perturbations anthropiques qui impactent leur dynamique et leur fonctionnement, nous pouvons utiliser de nombreux paléoindicateurs pour lesquels nous servons la plupart du temps d'archives sédimentaires qui ont depuis longtemps été admis comme des archives biologiques permettant de reconstituer les écosystèmes sur le long terme. Donc, actuellement, on voit une augmentation de l'exigence de la fiabilité des reconstitutions des écosystèmes passés et donc une augmentation de l'exigence de la performance des paléoindicateurs. Donc, on attend d'un paléoindicateur qu'il soit le plus direct et spécifique de la variable qu'il reconstruit, qu'il permette une reconstitution des environnements passés la plus fiable et la plus précise possible et que son étude soit la plus simple et la moins chronophage possible. À l'heure actuelle, de nombreux paléoindicateurs permettent de reconstituer les écosystèmes passés tels que les macro-microfossiles, les signatures chimiques, les composés métaboliques ou encore des indicateurs sédimentologiques. Seulement, l'étude de ces paléoindicateurs est parfois limitée par leur inaccessibilité, par manque de conservation des critères d'identification ou par inexistence des paléoindicateurs, par exemple. Mais il peut également arriver que leur spécificité soit limitée et que cela limite la fiabilité des reconstitutions passées ou qu'ils intègrent un signal de manière partielle, ce qui donne une vision incomplète de l'environnement passé. Des études se sont donc penchées sur l'ADN sédimentaire ancien comme nouveau paléoindicateur et ces études ont commencé dans les années 90 avec les études de Cullen et Overman qui se sont servis de l'ADN sédimentaire ancien pour reconstruire les conditions euxiniques et les conditions de stratification de la colonne d'eau d'un lac. Depuis cet article, nous avons vu le nombre d'études portant sur l'ADN sédimentaire ancien fortement augmenté au cours des dernières années, et cela est notamment dû à l'amélioration des protocoles d'extraction de l'ADN et également à l'amélioration des techniques de traitement des données génomiques après acquisition. Ces études ont d'ores et déjà pu démontrer le fort potentiel indicateur de l'ADN SEDA en tant que pour les reconstitutions des communautés biologiques passées, mais également pour l'étude des espèces anciennes ou encore pour la reconstitution de la réponse des organismes aux perturbations passées et aux changements de paramètres environnementaux, et cela en milieu aquatique comme en milieu terrestre. Mais cela pose la question de la limite de l'ADN SEDA en tant que nouvel indicateur et de sa capacité à reconstituer les écosystèmes passés vis-à-vis des autres paléoindicateurs. Et c'est ce qui a nourri la question qui a initié cette synthèse bibliographique qui est: doit-on considérer l'étude de l'ADN SEDA ancien comme une approche complémentaire des paléoindicateurs biologiques utilisés jusqu'alors ou comme un paléoindicateur ayant la capacité de remplacer l'ensemble des paléoindicateurs dans la reconstitution des écosystèmes passés?
Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord un état des connaissances de l'ADN sédimentaire ancien, puis le potentiel de l'ADN SEDA vis-à-vis des paléoindicateurs classiques pour reconstituer la biocénose, mais également pour reconstituer les paramètres environnementaux, et enfin une partie conclusion et perspective. Donc tout d'abord, comment peut-on définir l'ADN sédimentaire ancien? Tout organisme présent dans un milieu laissera des traces ADN qu'on pourra appeler ADN environnemental, et on peut dissocier dans cet ADN environnemental l'ADN ancien que l'on peut définir comme le matériel génétique provenant de l'ensemble des organismes qui ne sont physiologiquement plus actifs. Lorsque l'ADN est déposé à la surface du sédiment, qu'il est ensuite recouvert et conservé dans le sédiment, on peut alors parler d'ADN sédimentaire ancien, qui se définit comme étant l'ADN provenant d'organismes morts ou de traces d'organismes associés ou non à des restes organiques déposés à la surface du sédiment, puis recouverts et conservés dans les sédiments. Cet ADN se caractérise principalement car il est par un haut taux de fragmentation et de dommages qui permet notamment de le différencier de l'ADN moderne. D'où viennent ces fragmentations et ces dommages? Eh bien, à la mort de l'organisme, on voit un arrêt des mécanismes de réparation de l'ADN qui induisent fragmentation et altération de la molécule. Ces phénomènes de dégradation peuvent être une dépurination, c'est-à-dire une rupture du sucre désoxyribose entre le brin d'ADN et une base purine qui libère la base purine, ou alors une déamination, c'est-à-dire la perte d'un groupement amine sur les bases cytosine et guanine qui va entraîner une substitution de ces bases par les bases adénine et thymine. Cela peut engendrer au cours du temps une diminution de l'ADN détecté avec le temps et avec la profondeur. Parlons maintenant des réservoirs de l'ADN sédimentaire ancien et de la taphonomie de ces molécules. Donc l'ADN sédimentaire ancien peut être conservé de manière intracellulaire dans des restes fossiles ou de manière extracellulaire. Et lorsqu'il est en extracellulaire, il peut être en solution dans les sédiments ou adsorbé aux particules sédimentaires. Les études ont révélé que plus l'ADN était adsorbé, plus il était conservé au cours du temps. Mais différents facteurs sédimentaires peuvent impacter sur cette capacité d'absorption, tels que la composition minéralogique du sédiment, le pH ou encore la concentration en cations des sédiments. Ainsi, le phénomène d'adsorption est facilité dans des sédiments avec un pH proche du neutre, concentré en anions et à forte teneur en argile, et donc l'ADN sera mieux préservé dans ces sédiments. On peut considérer comme réservoir de l'ADN sédimentaire ancien, d'après les études qui ont nourri cette synthèse, le pergélisol, les tourbières, les sédiments lacustres ou les sédiments marins. Outre les facteurs sédimentaires pouvant impacter la conservation de l'ADN, il y a aussi de nombreux facteurs environnementaux tels que la température de surface, la conductivité du milieu, le pH, la température, l'irradiation ou encore l'oxygénation. De manière générale, les études ont montré que l'ADN sédimentaire était bien mieux préservé dans des milieux froids, anoxiques, avec un pH neutre, mais que ce qui prévalait sur la conservation sur le long terme de l'ADN était davantage les conditions à l'interface entre le sédiment et le milieu ambiant au moment du dépôt de l'ADN, et principalement la température, le pH et l'oxygénation. Outre ces réservoirs principaux, de l'ADN sédimentaire a également pu être retrouvé dans des réservoirs secondaires, tels que par exemple les sédiments côtiers. Parlons maintenant d'où provient l'ADN SEDA et du signal qu'il intègre. Donc cet ADN peut provenir d'organismes sessiles ou d'organismes de passage, mais également de restes organiques ou encore de macro- et micro-organismes aquatiques vivant dans la colonne d'eau ou de macro- ou micro-organismes vivant dans les sédiments. Il peut être déposé sur les sédiments par des phénomènes de ruissellement ou d'érosion, peut être également amené par le réseau hydrologique ou par des apports aériens ou des précipitations, comme c'est le cas pour les graines polaires. De nombreux facteurs peuvent impacter sur la quantité et la qualité de l'ADN sédimentaire que l'on va retrouver, de l'ADN sédimentaire ancien. Beaucoup de ces facteurs sont principalement dépendants de la source de l'ADN, telle que la nature des espèces, la biomasse ou l'abondance, ou encore la distribution spatiale, qui peuvent, puisque plus les taxons que l'on cherche à étudier seront loin du point d'échantillonnage, moins la probabilité de retrouver leur ADN dans les sédiments sera forte. Peuvent aussi impacter la taille du génome ou la capacité à former des formes de résistance ou des structures moléculaires complexes, ou également la comestibilité et certains processus cellulaires.
D'autres facteurs dépendent cette fois-ci davantage des processus de dépôt et de transport et peuvent fortement impacter sur la quantité et la qualité du signal d'ADN sédimentaire ancien. Passons maintenant aux méthodes d'analyse de l'ADN sédimentaire ancien. Donc, comme nous l'avons vu, l'amélioration de ces techniques au cours des dernières années a permis une augmentation de l'intérêt pour l'ADN sédimentaire ancien. On peut dissocier deux types de méthodes qui sont les méthodes de quantification de l'ADN SEDA et les méthodes d'identification de cet ADN. Parmi les méthodes de quantification, on aura principalement la PCR quantitative en temps réel et la droplet digital PCR qui permettent de suivre l'évolution au cours du temps d'un ou plusieurs taxons cibles. Et parmi les méthodes d'identification qui permettront d'identifier l'ADN des organismes présents dans un échantillon, on pourra avoir le métabarcoding, les études métagénomiques ou l'hybridation par enrichissement. Les différentes études ont relevé un enjeu futur majeur pour ce qui est de l'analyse de l'ADN sédimentaire ancien, qui sera la capacité à relier la quantité d'ADN que l'on retrouve dans les sédiments avec la biomasse de l'organisme dans le milieu, chose qu'il est actuellement peu possible de faire. Passons maintenant à au potentiel de l'ADN sédimentaire vis-à-vis d'autres paléoindicateurs pour reconstituer la biocénose. Et nous allons tout d'abord commencer par la végétation. Donc, la végétation peut être classiquement reconstruite par les macrorestes ou les graines de pollen. Concernant les macrorestes, ils intègrent principalement un signal local et permettent donc de reconstituer des changements de végétation ponctuels et localisés autour du point d'échantillonnage, tandis que les graines pollen intègrent quant à eux un signal beaucoup plus régional et donc des changements de végétation à l'échelle du paysage. En ce qui concerne le signal pollinique, celui-ci peut fortement être impacté par la production pollinique ou la capacité de dispersion des espèces végétales qui vont impacter sur la concentration en graines pollen et donc sur la fiabilité des reconstitutions. Tant pour les macrorestes que pour les graines pollen, il est parfois compliqué d'identifier à l'espèce les restes dans les sédiments. Pour pallier à ces différents verrous, certaines études se sont penchées sur le potentiel de l'ADN SEDA, qui, puisque de l'ADN ancien a pu être extrait de différents macrorestes ou graines pollen, aurait le potentiel d'intégrer les signaux de l'ensemble de ces matériels d'études. Les premières études qui se sont penchées sur la comparaison de ces trois paléoindicateurs ont tout d'abord montré un recouvrement taxonomique beaucoup plus important entre l'ADN SEDA et les macrorestes, ce qui voudrait donc dire que l'ADN SEDA aurait le potentiel d'intégrer un signal très local. Cela est notamment dû au fait que les graines pollen ne sont pas la source majoritaire d'ADN dans les sédiments. Avec l'amélioration des techniques d'étude de l'ADN SEDA, on a vu une augmentation du recouvrement taxonomique entre le signal d'ADN SEDA et le signal pollinique. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, le signal ADN SEDA pourrait intégrer à la fois un signal local et un signal passablement régional. Seulement, ce signal est également impacté par différents facteurs tels que la biomasse de la végétation autour du point d'échantillonnage ou la distance entre le point d'échantillonnage et la végétation, et également par la distance de dispersion des espèces végétales, puisqu'il a été noté que les espèces végétales qui dispersent à longue distance sont généralement peu retrouvées dans un ADN sédimentaire ancien, et c'est le cas par exemple du genre Picea. Outre la limite de la détection des taxons dispersant à longue distance, des études telles que celle de Clark et al. En 2019 ont pu relever une différence de représentation de la végétation entre des reconstitutions faites sur ADN SEDA et des reconstitutions faites avec les graines pollen. Avec l'ADN SEDA, on aura une plus forte représentation des taxons herbacés et une moins forte représentation des taxons arbustifs et arborés, ce qui va à l'inverse des reconstitutions basées sur les graines pollen qui montrent une surreprésentation des taxons arbustifs et arborés. L'ADN SEDA aurait également le potentiel d'intégrer un changement de végétation de manière plus précoce que les graines pollen et avant la première pollinisation, comme on peut le voir ici sur ce graphique tiré de l'étude d'Alsos et al. 2016, où on voit que les zones D1 et D2, qui sont des zones de changement de l'ADN SEDA, intègrent un changement de la végétation de manière beaucoup plus précoce que les zones M1 et M2 basées sur les macrofossiles et sont beaucoup plus concomitantes avec des zones de changement de la lithostratigraphie. D'autre part, l'ADN SEDA pourrait identifier à l'espèce certains groupes qui ne le sont pas,
lorsqu'on étudie les grains de pollen ou les macrorestes, où l'identification est souvent limitée à la famille, au type ou au groupe. Et enfin, la détection de taxons peu abondants ou rares serait facilitée lorsqu'on étudie la végétation via l'ADN sédimentaire ancien. En résumé, l'ADN sédimentaire ancien peut intégrer un signal local ou régional, mais qui est fortement dépendant de la biomasse des taxons étudiés et du groupe taxonomique étudié, et pourrait faciliter la détection de taxons rares ou peu abondants. Le recouvrement taxonomique de ce signal ADN est parfois plus fort avec le signal des macrorestes et parfois plus fort avec le signal pollinique. Cela est dépendant du milieu. De nombreuses études ont relevé des verrous néanmoins sur la reconstitution de la végétation par l'ADN SEDA, tels que le manque de séquences de référence dans les bases de données qui limitent l'identification des séquences génétiques obtenues dans les analyses, ou encore le manque de connaissance de la taphonomie de l'ADN SEDA et le manque de calibration du signal obtenu, ce qui limite notre compréhension des reconstitutions effectuées par ce paléo-indicateur. Ainsi, l'ADN SEDA reste une approche complémentaire de la reconstitution de la végétation et les études préconisent à l'heure actuelle une étude simultanée des macrorestes, des grains de pollen et de l'ADN sédimentaire pour obtenir une vision de la végétation passée la plus complète possible. Passons maintenant à la reconstitution des communautés de micro-organismes. Donc, ces communautés sont principalement reconstruites jusqu'à aujourd'hui grâce aux microfossiles, à des indicateurs directs tels que les microfossiles siliceux, calcaires ou autres, qui sont également étudiés pour reconstituer les paléo-environnements. Seulement, ces microfossiles peuvent être parfois identifiables lorsqu'ils sont produits et bien conservés, mais parfois ils ne le sont pas, soit parce qu'ils ne sont pas produits, soit par manque de conservation des critères d'identification morphologique ou parce que les protocoles de collecte des microfossiles ne sont pas adaptés. Donc, l'ADN SEDA a encore une fois été étudié en tant qu'indicateur direct pour reconstituer ces communautés de micro-organismes et il a été montré qu'il était possible, grâce à ce paléo-indicateur, de détecter et d'identifier des organismes qui ne produisent pas de microfossiles, donc qui jusqu'alors n'étaient pas étudiables ou dont les communautés n'étaient pas forcément reconstructibles sur le long terme. Et ce paléo-indicateur a également permis de détecter et d'identifier des communautés qui produisaient des microfossiles qui étaient difficilement détectables ou identifiables. Seulement, pour l'étude de cette communauté par l'ADN SEDA, comporte certains biais, comme le fait que s'il est admis que les organismes photosynthétiques obligatoires ou le zooplancton, lorsqu'ils sont déposés à la surface du sédiment, sont morts, il existe dans les sédiments des organismes qui vivent ou qui ont la capacité de former des formes de résistance qui restent viables sur le long terme. Ainsi, lorsqu'on reconstruit les communautés de micro-organismes par l'ADN SEDA, on obtient un mélange d'ADN moderne et ancien, pour lequel il est primordial pour cette communauté plus que pour toute autre d'authentifier l'ADN ancien afin de le différencier de l'ADN moderne. D'autre part, les organismes vivant dans le sédiment ou les organismes ayant la capacité de former des formes de résistance sont majoritaires dans les sédiments et peuvent donc occuper et masquer le signal des autres organismes qu'on cherche à étudier. À l'heure actuelle, le développement de méthodes permettant de discerner l'ADN moderne de l'ADN ancien avant l'étape de séquençage sont en développement. Des questions restent encore en suspens concernant la reconstitution de ces communautés par l'ADN et limitent encore ces reconstitutions, telles qu'un manque de connaissances concernant le transport dans la colonne d'eau de ces organismes, mais également l'impact qu'a la croissance et la reproduction de ces organismes dans la colonne d'eau sur le signal détecté. Et enfin, la majorité des études ont relevé que, davantage que pour la végétation, il existait un manque de séquences de référence dans les bases de données, permettant d'identifier les organismes à l'issue des études. Pour cette communauté, l'ADN SEDA a permis d'accéder à des communautés biologiques qui étaient jusqu'alors difficilement étudiables et s'est avéré un paléo-indicateur parfois plus précis que ceux utilisés jusqu'alors. Mais néanmoins, comme on vient de le dire, il existe encore des verrous méthodologiques et des précautions sont nécessaires de prendre lorsqu'on étudie ces communautés par l'ADN SEDA.
Si l'on s'intéresse maintenant à la macrofaune terrestre, celle-ci peut être reconstruite via des indicateurs indirects qui permettent d'attester par exemple de la présence d'herbivores, mais ne permettent pas une identification spécifique, ou par des indicateurs directs qui permettent d'attester de la présence d'herbivores et qui permettent de les identifier de manière spécifique, mais qui sont relativement rares. L'ADN SEDA, les études qui ont penché sur ce paléoindicateur a permis de voir que cet indicateur était un indicateur donc indirect de la présence directe de la présence d'herbivores, permettant une identification spécifique, ce qui permet d'augmenter la spécificité des reconstitutions. Seulement, ce signal est fortement dépendant de la fréquentation aux alentours des bassins de sédimentation par la macrofaune, ce qui fait que leur présence est actuellement non quantifiable. D'autre part, il arrive parfois que leur détection en ADN ne soit pas possible, alors que d'autres paléoindicateurs détectent la présence d'herbivores. À l'heure actuelle, l'ADN SEDA reste donc une approche complémentaire pour reconstituer la macrofaune terrestre. Concernant maintenant la faune aquatique, pour ce qui est de reconstituer les populations de poissons, on peut utiliser deux paléoindicateurs qui sont soit les restes osseux, soit les écailles. Seulement, ces indicateurs permettent une identification au genre. Et en ce qui concerne les écailles, elles demandent un volume de sédiments nécessaire qui est très important, ce qui limite la résolution temporelle des études. Et on ne peut donc que reconstruire des populations de poissons avec des cyclicités longues, mais cela limite l'étude des populations avec des cyclicités courtes. Les études qui ont utilisé l'ADN sédimentaire, et notamment en qPCR, ont montré que cela nécessitait une quantité de sédiments bien moindre, ce qui permettait d'augmenter la résolution des études et ainsi de suivre l'évolution de populations à cyclicité courte. D'autre part, en comparant le signal ADN en qPCR avec la reconstruction, par exemple, des taux de chlorophylle dans le temps et l'estimation de la biomasse d'organismes phytoplanctoniques, les études ont pu estimer une reconstitution de la biomasse des populations de poissons au cours du temps. Ainsi, l'ADN SEDA a ici rendu accessible la quantification et le suivi rétrospectif des populations de poissons. Seulement, ces études ont été conduites sur un temps assez restreint et il manque d'études plurimillénaires pour asseoir l'ADN SEDA comme un paléoindicateur sur le long terme des populations de poissons. Si l'on s'intéresse maintenant au potentiel de l'ADN SEDA pour reconstituer les paramètres climatiques qui impactent fortement la dynamique des écosystèmes, donc la température est un paramètre climatique qui est extrêmement étudié et qui peut être reconstruit par différents paléoindicateurs, comme par exemple les grains de pollen ou les capsules céphaliques de chironome, dont l'assemblage permet de construire des fonctions de transfert qui permettent de reconstituer les températures passées. Ici, l'ADN SEDA aurait le potentiel d'amener une meilleure identification spécifique tant pour les grains de pollen que pour les capsules céphaliques. Seulement, les grains de pollen sont très souvent utilisés pour reconstituer les températures en palynologie marine, ce qui implique de très grands bassins versants. Or, on a vu plus tôt que les taxons la végétation qui dispersait à longue distance était très peu retrouvée dans le signal d'ADN sédimentaire. Donc, l'ADN sédimentaire, les améliorations possibles par l'ADN sédimentaire paraissent peu probables. En ce qui concerne les capsules céphaliques de chironome, très peu d'études ont porté sur le sujet, puisque les premiers travaux publiés sur l'ADN de ces organismes sont de l'ADN environnemental et ont été publiés en 2022. Un autre paléoindicateur est également utilisé pour reconstituer les températures. Il s'agit des BRGD-GT, qui sont des molécules produites par des bactéries dont le degré de méthylation et de cyclisation est fortement dépendant du pH et de la température moyenne annuelle de l'air. À l'heure actuelle, 15 structures paléoindicatrices sont utilisées. Des études ont récemment soulevé l'hypothèse que la production des molécules de BRGD-GT par les bactéries productrices serait génétiquement prédéterminée et que donc un changement dans l'assemblage des BRGD-GT serait en fait dû à un changement dans l'assemblage des communautés de ces bactéries productrices. Il a alors été évoqué comme hypothèse que l'ADN sédimentaire ancien pourrait, à travers un travail de calibration également, permettre en
reconstituant ces communautés de bactéries productrices, d'accroître la robustesse des reconstitutions climatiques basées sur les BRGDGT. Donc ici, la DNSEDA serait une approche complémentaire des paléoindicateurs utilisés jusqu'à présent. Si l'on s'intéresse maintenant aux conditions aquatiques, les communautés de micro-organismes ont longtemps été utilisées pour reconstituer la paléoproductivité, les paléo-environnements ou encore les conditions paléo-océanographiques par la reconstitution de différentes variables telles que la salinité, le pH ou la température des mers. Seulement, comme on l'a dit, ces micro-restes ne sont pas toujours étudiables et ainsi des études se sont penchées sur le potentiel de la DNSEDA qui permettrait d'accéder à des espèces bioindicatrices. Et il a été montré que la DNSEDA de certains organismes paléoindicateurs a pu être conservée jusqu'à 100 000 ans dans les sédiments. Donc, c'est par exemple ici le cas pour l'étude des molécules d'alkénone qui sont utilisées pour reconstituer les températures de surface et les conditions de salinité. Donc, des études ont émis l'hypothèse que, en menant une calibration sur des cultivars récents et en arrivant à déterminer quel organisme producteur produit tel ou tel type d'alkénone en fonction de différentes conditions de température et de salinité, si on pouvait reconstruire ces communautés par la DNSEDA, cela permettrait de mener de meilleures reconstructions des conditions aquatiques passées. La DNSEDA d'organismes producteurs de BRGDGT a déjà été retrouvée, ce qui montre le potentiel de cette hypothèse. Seulement, les temps de conservation des lipides et des pigments sont en général supérieurs au temps de conservation de la DNSEDA. Donc, les lipides et les pigments seraient à privilégier pour des reconstructions sur le très long terme et la DNSEDA resterait une approche complémentaire. La DNSEDA pourrait également être utilisée cette fois-ci concernant les communautés microbiennes que l'on sait très sensibles à des changements de salinité à la surface des mers. En détectant ces communautés qui ne laissent pas de micro-restes, par la DNSEDA, cela pourrait permettre d'obtenir de meilleures reconstitutions, encore une fois, des conditions aquatiques. Donc ici, la DNSEDA reste encore une fois une approche complémentaire des paléoindicateurs classiques. Si l'on en vient maintenant à la dernière partie qui concerne les perturbations naturelles, à l'heure actuelle, de nombreuses perturbations naturelles peuvent être reconstruites via différents paléoindicateurs, mais l'utilisation de la DNSEDA pour reconstruire les perturbations naturelles n'a été tentée que pour la reconstitution des paléotsunamis. Pour attester des événements des paléotsunamis, on se sert on étudie des dépôts sédimentaires de tsunamis passés qui contiennent principalement des macro-restes provenant de zones marines profondes et au large. Seulement, comme on l'a vu, ces micro-restes ne sont pas toujours conservés et des études ont porté sur la possibilité d'utiliser la DNSEDA en l'absence de micro-restes pour attester qu'il s'agit bien de dépôts de paléotsunamis. Et cela a été notamment initié par les travaux de Navio en 2005, qui a montré que la DNSEDA pouvait être conservée dans des dépôts sableux vieux de 600 ans. Donc, en effet, des OTU, donc des unités taxonomiques opérationnelles provenant de zones au large et de zones marines profondes, a pu être détectées dans des dépôts de paléotsunamis. Et puisqu'on a pu obtenir des OTU provenant de la tourbière dans des zones situés en dessous ou au-dessus de ces dépôts sédimentaires de paléotsunamis, cela a montré qu'il y avait un faible risque de contamination entre les zones, entre les dépôts. D'autre part, la présence de ces OTU, cette fois-ci dans les eaux interstitielles de la tourbière, pourrait également permettre de déterminer les zones inondées qui sont en général beaucoup plus étendues que les zones de dépôt de paléotsunamis. Et enfin, la présence de ces OTU dans les dépôts de paléotsunamis pourrait également permettre de les différencier, en l'absence de micro-restes, des dépôts de tempêtes passées
et ainsi de discerner les différents types de dépôts. Donc ici, la DNCDA serait encore une fois une approche complémentaire. Venons-en à la partie conclusion et perspective. Donc, comme on l'a vu, la DNCDA pourrait permettre d'accéder à de nouvelles espèces bioindicatrices, notamment à des espèces qui étaient jusque-là difficilement étudiables, car leurs micro-restes étaient peu identifiables ou peu étudiables. Mais la DNCDA pourrait également permettre de reconstituer sur le long terme les interactions entre organismes, par exemple entre plantes et mycorhizes, et pour également permettre d'accéder à la génétique des organismes et donc à leur variabilité génétique au cours du temps ou aux gènes codants pour la mise en place de traits fonctionnels. Et enfin, la DNCDA pourrait donner accès au règne fungi, qui est un des règnes les plus diversifiés, qui est présent dans la majorité des milieux, qui reste à l'heure actuelle très peu étudié en ADN-SEDA, mais qui aurait le potentiel d'être un indicateur commun à beaucoup de milieux, tout en offrant une quantité d'ADN et dans des conditions de préservation bien supérieures à celles à l'ADN-SEDA de plantes et de faune, notamment dû aux structures de résistance que produisent ces organismes. D'autre part, ces organismes nourrissent de nombreuses interactions interspécifiques et pourraient donc servir d'indicateurs de présence ou d'abondance d'autres espèces, comme cela a pu être le cas, par exemple, pour les arbres disséminants à longue distance, qu'on ne retrouve pas en ADN-SEDA, mais pour lesquels on retrouve les organismes pathogènes ou mycorhiziens. En conclusion, la DNCDA a montré son potentiel pour reconstruire les communautés biologiques, les paramètres abiotiques ou les perturbations naturelles, et s'est avérée une approche essentielle pour reconstruire les communautés de faune aquatique et terrestre, ou encore les communautés de micro-organismes qui étaient difficilement étudiables jusqu'à présent. Mais c'est avérée aussi une approche complémentaire pour reconstituer la végétation, les paramètres abiotiques et les perturbations naturelles. Beaucoup d'études ont cependant relevé des pistes d'amélioration de l'étude de ce nouveau paléoindicateur, telles que l'accroissement du nombre de séquences génétiques de référence dans les bases de données, qui jusqu'à présent limitent les études portant sur ce paléoindicateur, mais également un accroissement de notre compréhension de la taphonomie de ce paléoindicateur et qu'il est nécessaire de mener un fort travail de calibration sur la DNCDA, ce qui nous permettrait de mieux comprendre les reconstitutions effectuées à partir de ce paléoindicateur. En conclusion, et pour répondre à la question qui m'a été posée pour cet examen de synthèse, cette synthèse bibliographique permet de dire que l'étude de l'ADN sédimentaire est une approche prometteuse ayant déjà permis de mieux comprendre les environnements passés et offrant l'opportunité d'accéder à de nouveaux paléoindicateurs, mais que néanmoins, cette approche reste complémentaire des paléoindicateurs existants et ne pourra sans doute pas remplacer l'entièreté des paléoindicateurs à l'avenir. Merci pour votre attention. Merci Milva pour la presentación y por avoir essayé de répondre à ta question de examen doctoral. Maintenant, on va passer à la question de la salle, désolé, de la salle, non, de les personnes qui sont connectées maintenant par Zoom. Qui a des questions, s'il vous plaît, levez la main de façon virtuelle et on pourrait commencer. Personne. OK, s'il n'y a pas de questions, alors on invite à tout le public à abandonner les rencontres Zoom et on va continuer avec les questions du comité par la suite. Merci à tout le monde pour avoir donné le soutien à l'étudiant.